Bonjour Fleur. Alors, Bonjour. bonjour, un grand merci Fleur d'avoir accepté cette interview avec le Club Digital. Alors, je vais tenter de résumer ton CV, qui est à la fois celui d'une femme politique, d'une femme d'affaires et d'une femme de la tech, ou plutôt d'une femme de la French Tech, devrais-je dire, parce qu'en 2013, alors que tu étais ministre au sein du gouvernement Jean-Marc Ayrault, c'est toi qui lançais le mouvement French Tech. Alors, quelle ambition il a ce mouvement? C'est tout simplement faire de la France un des pays les plus attractifs au monde pour les startups. Et en 2016, alors après 2 mandats de ministre, tu vas quitter la politique, mais pourtant, tu vas garder cette ambition puisque tu vas cofonder Corelia Capital, dont l'objectif, c'est quoi? C'est de collecter des fonds en Asie, alors plus de 300 millions d'euros à date, pour les investir dans des champions européens de la tech comme Devialet, Bolt, Ledger, Globo, JobTeaser, ou j'en passe. Alors, avant de parler French Tech, Fleur, je vais revenir sur ton parcours. Tu as commencé ta carrière tour à tour dans les équipes de campagne de Lionel Jospin, Ségolène Royal et François Hollande. Quand tu étais dans ces équipes de campagne, pourquoi alors t'être intéressé au digital et aux startups? Peux-tu nous raconter? Alors, je me suis intéressée au digital et aux startups en fait dans la campagne de François Hollande. Dans les campagnes antérieures, d'abord j'étais très jeune, j'étais étudiante et donc j'étais plutôt avec les autres jeunes de mon âge dans les soutes à gratter des notes, à élaborer des bouts de discours, etc. Et donc pas de manière officielle. Et pas en pleine lumière. Donc, c'est vraiment avec la campagne de François Hollande qu'on m'a demandé de choisir en fait un thème sur lequel je voulais plus particulièrement me spécialiser. Et j'ai choisi le numérique à l'époque parce qu'il me semblait d'abord qu'il n'y avait pas forcément eu d'incarnation très forte ministérielle sur ces sujets-là depuis quelques années. Il me semblait qu'il y avait énormément d'enjeux. Moi, je voyais déjà beaucoup le sujet des GAFA, les questions de souveraineté numérique apparaître, les questions d'intégration, d'alphabétisation numérique ou de, de, de ce qu'on appelle le digital divide, donc le problème des gens qui sont peu connectés ou qui ont des difficultés à intégrer le numérique dans leur vie quotidienne, etc. Donc il y avait plein de sujets du champ économique jusqu'au champ social ou sociétal qui me paraissaient extrêmement intéressants et sur lequel en fait il y avait assez peu de gens qui prenaient la parole. Et donc, je trouvais qu'il y avait un peu un champ intéressant à aller couvrir. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé à François Hollande qu'il a accepté de m'occuper de ce champ-là. Et donc, je me suis retrouvée porte-parole en charge du numérique, des questions économie et société numérique de la campagne de François Hollande. Et puis après, un peu naturellement, quand François Hollande a été élu, le Premier ministre Jean-Marc Ayrault m'a proposé de prendre ce portefeuille qu'il a augmenté de l'innovation et des PME, ce qui m'a permis d'ailleurs de prendre en charge plus généralement l'entrepreneuriat au sens plus global du terme. Et puis, les PME, les startups, je pense qu'elles sont aussi intimement liées. Et du coup, est-ce que tu avais déjà un petit peu cette idée-là à cette époque? Tu nous dis qu'effectivement, tu regardais qu'il n'y avait pas encore ce créneau qui était vraiment pris. Mais au moment où tu as lancé l'expression French Tech, donc c'était en novembre 2013, si je ne dis pas de bêtises. Et est-ce que tu avais déjà un peu cette ambition-là avant, ou est-ce que ça t'est venu quand tu es devenu ministre? Non, je pense que j'avais beaucoup travaillé pendant la campagne sur une grande variété de sujets parce qu'en fait, mon portefeuille était extrêmement large. Il couvrait à la fois, j'étais ministre en charge des télécoms et de la poste parce que c'est un héritage du passé, mais du coup, ça couvrait à la fois la couverture de la France en très haut débit. Ce sont des sujets très techniques, vraiment d'ingénierie à la fois technique et financière, à l'entrepreneuriat au sens large, parce que j'avais décidé de me saisir de ce sujet-là, aux questions donc d'environnement économique, enfin fiscal et juridique de la création d'entreprises, de la transmission d'entreprises, du business plus généralement. Donc il y avait vraiment une palette très très large de sujets, mais et quand on est ministre, on se donne une feuille de route, on peut pas, faut un peu hiérarchiser ses priorités. Donc moi, je m'étais donné quelques combats que je voulais mener prioritairement, même s'il y avait énormément de choses à faire. Et donc, parmi mes combats prioritaires, il y avait l'idée que finalement, quand on se promène à l'étranger et qu'on parle de la France, on va souvent parler des sacs Chanel, du foie gras, du château de Versailles, donc en gros le patrimoine, le luxe, l'art de vivre, mais rarement de la technologie. Alors si, un petit peu sur Ariane et le TGV, mais enfin ce sont des choses qui remontent quand même un peu aux années 80 ou même 70 parfois. Et donc j'étais un peu attristée de voir qu'on avait un écosystème de start-up, notamment dans la tech, qui me paraissait extrêmement dynamique, et que cet écosystème-là était assez peu reconnu à l'étranger, qui n'était pas juste une question de posture ou de communication, mais aussi un problème quand on cherche à attirer des investissements.
les Américains de la Silicon Valley. J'étais allée leur rendre visite au plus grand VC de Californie et franchement, ils ne calculaient pas du tout la France. Donc, je trouvais ça un peu dommage. Et évidemment, ça avait des conséquences en termes de financement parce que notre écosystème était plutôt sous-financé, notamment sur les séries B et le late stage. Et donc, tout ça me paraissait assez dommage. Donc, je me suis dit, il y a une chose déjà à faire qui ne coûte pas trop d'argent et qui va donner de la fierté aussi à l'écosystème, c'est de promouvoir davantage l'image de la France technologique à l'étranger, qu'il y a des effets d'écosystème qui commencent à se créer avec des anciens entrepreneurs ayant réussi qui se mettent à être business angel ou à investir dans la génération d'après, à les mentoriser, à transmettre des choses. Et donc, il fallait créer cet effet un peu de réseau ou d'écosystème. Et la French Tech, en réalité, c'était cette ambition-là. Donc, image à l'étranger, reconnaissance à l'international, attractivité pour les investisseurs étrangers, mais aussi une sorte de self-esteem accrue de l'écosystème tech français. Et je crois que ça a très, très bien marché parce qu'il y a eu un effet d'adhésion collective qui a bien fonctionné, de solidarité, de reconnaissance, de self-esteem aussi. On est allé à Las Vegas en délégation, puis la tradition a perduré par la suite. Donc, je crois que tout ça a eu des effets très bénéfique. Donc, ce n'était pas uniquement psychologique ou en termes de communication. Il y a vraiment eu un effet, je pense, qui a rétroagi sur l'attractivité de l'écosystème tech français. C'était ça un peu l'idée derrière le mouvement French Tech. Alors Mais ce justement, n'était pas la seule chose, évidemment. Il y avait plein d'autres choses à côté, sur le plan fiscal, sur le plan du crédit impôt recherche, du financement de l'innovation, etc. Donc, c'était un des aspects de la politique que je souhaitais mener. et justement, mais je pense que ça a beaucoup évolué justement depuis et tu as initié un mouvement et comme tu l'as dit, il y a beaucoup de choses qui ont changé suite à ça. Aujourd'hui, tu es chez Corelia Capital. Voilà, des objectifs de Corelia Capital, c'est justement de prendre des fonds asiatiques et les investir dans la French Tech et d'ailleurs en Europe. Et du coup, tu as une belle vision, je pense, de la French Tech et de ce qui se passe. Aujourd'hui, peux-tu nous dire où on en est concrètement de cet écosystème de la French Tech? Est-ce qu'il se démarque vraiment sur le plan international, un petit peu comme tu le souhaitais, comme tu en parlais avant? Où on en est d'après toi? Je pense que l'effet image a bien fonctionné. La preuve en étant que lorsque je me déplace maintenant en Asie, par exemple, je vais à Taïwan, etc., les gens me parlent de la French Tech. C'est quand même un truc assez incroyable. Donc, il y a à la fois une reconnaissance de l'excellence de l'écosystème français, une reconnaissance institutionnelle aussi d'une politique qui a bien fonctionné. Souvent, on me demande mais comment tu as fait pour faire la French Tech? Enfin, en général, c'est des ministres du numérique qui me demandent ça. Et donc, c'est une source d'inspiration aussi pour d'autres pays qui souhaitent mettre en avant leur écosystème tech. Après, sur les startups, les startups de toute façon de la French Tech, elles existaient avant qu'on crée le label French Tech et le talent, il était là. Et il fallait juste mettre un petit peu de liant dans tout ça pour créer l'effet d'écosystème. Donc là-dessus, moi, j'ai aucune responsabilité. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est que depuis quelques années, on a vu arriver massivement des capitaux. Alors, il y a plus de capitaux français aussi qui s'investissent dans cette classe d'actifs qu'est le venture. Mais on voit aussi arriver de l'intérêt, ou on voit se manifester de l'intérêt de la part d'investisseurs qui avant regardaient plutôt le Royaume-Uni ou l'Allemagne, mais en passant un peu au-dessus de la France. Et donc, il y a eu, ce qui est bien démontré par les chiffres, un afflux de capitaux qui sont venus s'investir en France. Le nombre de levées et le volume, enfin le montant des levées a considérablement augmenté au cours des 5-6 dernières années. D'année en année, on voit des incréments. Alors cette année sera peut-être un peu particulière, mais globalement, la tendance est quand même une tendance vraiment à la hausse. Et je pense qu'on a commencé à régler un problème que moi j'avais identifié, qui était le problème des scale-up, c'est-à-dire qu'on a assez peu de problèmes pour financer l'amorçage ou le early stage des entreprises, donc vraiment le tout début des entreprises. En revanche, au moment où elles doivent passer à l'échelle, grossir, etc., donc les séries B, C et suivantes, où les entreprises cherchent 20, 30, 40, 50 millions d'euros et plus, là, il y avait vraiment une espèce, on a appelé ça la vallée de la mort du financement, il y avait vraiment un creux et peu de fonds français ou européens capables de mettre des tickets de 10, 20 millions dans des entreprises en forte croissance et de les accompagner dans leur développement, notamment à l'international. Ça, c'est en train de se combler et maintenant, on voit des fonds pan-européens qui sont des fonds de 800 millions, 1 milliard, qui ont les poches suffisamment profondes pour suivre des entreprises comme ça à ce stade de développement. Donc ça, je trouve que c'est aussi une chose positive. Après, est-ce que l'écosystème français est exceptionnel? Ce qui est exceptionnel, je pense, en France, c'est on a toujours une qualité d'ingénieur absolument incroyable. On a toujours quand même une espèce de legacy d'entreprise un peu plus anciennes, que ce soit dans tout le champ de la créativité au sens large, le luxe, etc., ou de l'industrie plus traditionnelle, ou la santé, par exemple. On a des industries qui sont très puissantes. Et donc, une alliance entre
de l'ingénierie, de l'algorithmique, des maths de très très haut niveau et une industrie qui est encore quand même qui est encore très puissante. Et ce cocktail-là est assez intéressant en France. Mais la concurrence, maintenant, elle vient de partout. C'est-à-dire que vous avez vu récemment les dernières licornes, elles peuvent naître en Roumanie, en Lituanie, en Estonie, dans des petits pays avec des petits écosystèmes. Mais le talent, il est partout. Le talent et la formation des ingénieurs, elle commence à être excellente, notamment scientifique, elle commence à être excellente partout. L'Europe de l'Est étant vraiment aussi un pôle de développement extrêmement dynamique. Donc aujourd'hui, des histoires entrepreneuriales avec beaucoup de succès, on en voit apparaître un petit peu partout en Europe. Moi, je trouve qu'il faut s'en réjouir en tant qu'Européens, mais ça veut dire que la France est en concurrence aussi avec d'autres écosystèmes. Donc en bref, on a vraiment progressé. Je pense qu'il y a plus de financement, il y a plus d'entrepreneurs avec beaucoup d'ambition, mais on reste encore à un moment, je pense, où il faut vraiment prouver qu'on est capable de scaler les entreprises, parce qu'en réalité, ce qui est difficile, ce n'est pas le chemin de 0 à 10, c'est de 10 à 100 ou de 10 à 1000. Et c'est ce chemin-là, je pense, sur lequel il faut encore qu'on fasse des preuves. Parce que moi, j'aimerais qu'on ait des entreprises françaises qui, en 20 ans, arrivent à 30 milliards de market cap. Enfin, c'est des histoires comme ça qu'on a envie de pouvoir raconter, quoi. Justement, quand tu racontes que nos entreprises françaises, on a beaucoup de talents, beaucoup de belles startups en France, ils sont aussi en compétition, comme tu le dis, avec d'autres écosystèmes, notamment en Asie. Et Corelia Capital, ce que vous faites, c'est que vous prenez des fonds en Asie et vous les investissez dans des startups en Europe. Et vous allez quand même convaincre des acteurs. Alors, parmi les gros investisseurs que vous avez Naver, qui est le moteur de recherche numéro 1 en Corée du Sud. Il y a aussi Line, c'est l'application de messagerie instantanée numéro 1 au Japon. C'est des pays qui sont très développés sur le digital. Comment vous allez là-bas pour leur pitcher la French Tech ou même la tech en Europe et leur expliquer qu'eux, ils sont déjà beaucoup en avance, mais qu'il faut investir chez nous et que c'est là que ça va se jouer demain? Alors, Line et Never, c'est vraiment un cas un peu à part parce que c'est des gens, je pense, qui étaient à la fois très éclairés, très geeks, très flexibles et agiles dans leur façon de penser, de prendre des décisions. Mais c'est aussi des gens qui ont décidé de faire une sorte d'acte de foi sur l'écosystème français et européen. Parce que honnêtement, ça reste quand même très compliqué. Et là, maintenant, avec le Covid, j'ai pas pu retourner en Asie depuis un petit bout de temps, mais les investisseurs asiatiques restent assez mal à l'aise avec l'idée de venir investir soit directement, soit indirectement en Europe, parce que pour eux, c'est quand même plus simple d'investir dans leur zone géographique, Vietnam, Indonésie, qui sont des écosystèmes aussi en plein développement. Et pour eux, c'est quand même plus simple de suivre des investissements qui sont à maximum 3-4 heures d'avion que de traverser la Terre pour aller au bord d'une entreprise dans laquelle ils auraient investi à Paris. Donc, ça reste quand même un travail de pédagogie qui est un travail de longue haleine. Et moi, j'ai engagé des discussions avec des potentiels investisseurs qui ne sont pas encore mes investisseurs, qui ne seront peut-être pas la prochaine fois, mais qui vont peut-être venir dans 4-5 ans, une fois qu'on aura prouvé quelque chose. Ce sont vraiment des relations qui doivent se travailler dans la durée, et la confiance, elle se crée vraiment dans la durée et en retournant voir très régulièrement ces investisseurs potentiels. Donc, c'est pas facile. Never Airlines, c'est un cas un peu à part parce que c'est typiquement le genre d'histoire que j'aimerais voir en France. Never, c'est une boîte qui a été créée il y a exactement 20 ans. En 99, créé from scratch par des anciens ingénieurs de chez Samsung qui ont décidé de faire un moteur de recherche. À l'époque, on leur a dit drôle d'idée, etc. Ils ont fait le moteur de recherche. Ils ont réussi à créer le seul moteur de recherche au monde domestique qui a pris une place dominante sur le marché local sans aide de l'État. Donc, c'est ça qui fait la différence avec la Chine ou la Russie, par exemple. Donc, sans intervention protectionniste de l'État, qui a aujourd'hui 80-90% du marché du search en Corée et qui ensuite s'est développé sur des marchés adjacents, le shopping, l'agrégation de news, les fintech, insurtech, enfin tous les autres, un développement. Mais ils ont eu une évolution un peu sur le même modèle, en tout cas le même modèle économique. Et donc, en 20 ans, la personne qui a créé cette société, donc qui a fait aussi Line, ils ont lancé le service Line au Japon, donc c'est en fait pas le même actionnaire, mais ils sont proches. Donc Line est devenu ultra dominant en Asie de l'Est, 250 millions d'abonnés actifs, etc., sur toute la zone. Market cap du groupe, 40 milliards. Donc en 20 ans, le mec a créé une histoire à 40 milliards, quoi. Et donc là, c'est un peu waouh parce que en plus, la Corée, c'est un pays où l'économie est très dominée par les conglomérats, donc les Samsung, LG, Hyundai. Il y a 10 familles qui se partagent 70% ou 80% du PIB. Donc, créer une start-up qui va devenir
un géant de la tech comme dans un environnement aussi contraint, c'est vraiment une performance hallucinante. Et honnêtement, moi, c'est le genre d'histoire que j'aimerais voir se multiplier en France. Je pense que c'est possible. Ça a été possible en Corée. Il n'y a pas vraiment de raison que ce ne soit pas possible en France. Donc, pour moi, ces gens, c'est quand même des gens qui pensaient un peu out of the box, qui étaient capables de prendre un maxi risque en se disant, bon, bah, on va investir dans un fonds qui est créé par quelqu'un qui n'a pas de track record en capital risque, mais qui probablement saura construire avec nous une histoire d'investissement qui était fondée sur un postulat en fait assez simple. On a d'excellents talents et d'excellentes entreprises en Corée, on en a d'excellentes en France. On va essayer de combiner les atouts respectifs des deux écosystèmes et de se renforcer mutuellement pour aider nos acteurs économiques à être plus forts contre les GAFAM ou contre les Baidu, Tencent, etc. Côté chinois. Donc, on s'est dit, essayons de combiner les forces de nos écosystèmes pour être plus forts dans la mondialisation. Et c'est un peu parti comme ça, en fait. Mais donc, tout ça pour dire, pardon, j'ai été un peu longue, mais tout ça pour dire que convaincre des acteurs asiatiques de venir investir en Europe, ça reste très dur. Ça reste très compliqué et les quelques années qui se sont écoulées avec les manifestations, etc., n'ont pas forcément aidé. Mais on trouve quand même quelques acteurs comme Naver qui sont capables de prendre un énorme risque et d'investir 200, 300, 400 millions d'euros en Europe parce qu'ils croient qu'il y a de très bons ingénieurs, parce qu'ils croient qu'il y a des synergies à développer et qu'il y a un pont à construire entre l'Europe et l'Asie qui peut nous aider à être plus forts contre les géants de la tech, quoi. Alors, c'est passionnant. Mais justement, on a cette partie, donc on va chercher les fonds en Asie et vous y arrivez quand même malgré tout, et je pense avec talent. Et ensuite, bah, pour les investir en France, dans notre écosystème de startups, alors il y a des belles startups hein, dans Corelia Capital. Alors, j'ai cité quelques-unes. Il y avait Devialet, Vestiaire Collective, Snip, JobTeaser, mais j'en passe. Euh, Quand vous réinvestissez, comment vous les choisissez? Quels critères vous allez prendre sur les startups en France pour faire ces investissements? Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des secteurs en particulier, peut-être, je ne sais pas, l'économie circulaire avec Vestiaire Collective, l'intelligence artificielle, il y a Snips, mais il peut y avoir aussi la santé. Bref, quels sont pour vous les grands critères de sélection des startups dans lesquelles vous investissez? Alors, on est agnostique en termes de secteur. Il y a certains investissements qu'on ne va pas faire, par exemple dans les biotech, parce que ce sont des cycles de vie, de découverte de produits, d'investissements qui ne sont pas du tout les mêmes que dans le venture. Donc ça, on laisse de côté, mais on peut faire des health tech hein, qui sont hors biotech. Et on est agnostique en termes de secteur. Donc nous, ce qu'on veut juste, c'est qu'il y ait quand même une barrière à l'entrée technologique qui soit assez forte. Donc il faut que ce soit des entreprises tech. On ne va pas investir dans une nouvelle chaîne de salles de sport ou s'il n'y a pas une dimension tech, quoi. Ça, c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'on n'est pas un fonds early stage, on est vraiment un fonds de growth late stage. Donc, on va investir dans des boîtes plutôt matures à partir de la série B et plus tard. Et pourquoi on fait ça? C'est parce que notre proposition de valeur, comme je le disais à l'instant, c'est d'aider les entreprises dans leur développement en Asie. Donc, nous, on a toujours vu notre mission un peu en trois phases. Donc, première phase, on va chercher des fonds coréens ou asiatiques et on les investit en France et en Europe, parce qu'on n'est pas que français, on n'est pas européen. On les investit en Europe et on aide les boîtes dans lesquelles on a investi à se déployer en Asie, soit pour aller chercher de nouveaux investisseurs, soit pour trouver de nouveaux clients et du business, soit aussi pour coopérer en matière de technologie avec Naver, qui est quand même un énorme acteur de la recherche et développement. Donc ça, c'était la première phase. La deuxième phase qu'on va commencer à faire dans nos prochains fonds, on va commencer à investir, on va lever des fonds aussi un peu en Europe, et on va commencer à investir un peu d'argent en Asie, et plus précisément en Corée, donc une petite poche de notre prochain fonds, parce que l'écosystème coréen de la tech est aussi hyper dynamique, il commence à y avoir des super licornes dans plein de secteurs différents. Donc on va commencer à investir, à mettre un petit pied dans l'écosystème coréen en partenariat avec des fonds locaux très reconnus. Et puis à terme, on voudrait être vraiment équilibré entre l'Europe et l'Asie, et donc investir grosso modo 50% en Asie et 50% en Europe, et ensuite aider les entreprises asiatiques à se développer aussi en Europe, comme on le fait pour les entreprises de notre portefeuille actuellement lorsqu'elles souhaitent se développer en Asie. Donc c'est ça un peu le plan. Et du coup, les entreprises qu'on va cibler en Europe pour le moment sont quand même plutôt des entreprises qui ont un intérêt business à court, moyen ou même long terme pour se développer en Asie. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas se développer aux États-Unis, etc. Mais nous, notre proposition de valeur, elle est vraiment en Asie parce qu'on a du réseau, parce qu'on a Line et Naver qui nous aident, etc. Donc, nous, là où on est vraiment originaux par rapport aux autres, c'est qu'on ouvre des portes en Asie hors Chine. Et c'est vraiment là qu'est notre valeur par rapport aux autres fonds d'investissement. Sur les États-Unis, on peut aider aussi, mais enfin, on a beaucoup plus de différenciation sur l'aide qu'on peut apporter en Asie qu'aux États-Unis. Donc, on va chercher des boîtes assez matures
qui ont un intérêt pour se développer en Asie, que ce soit pour y chercher des distributeurs, des partenaires business, des investisseurs ou y lancer des services. C'est ça Tu un peu aurais, notre critère. Notre critère, c'est celui-là. tu aurais un exemple à nous donner Alors, tu parlais de Vestiaire Collective à l'instant. Donc, Vestiaire Collective, c'est notre dernier investissement. Il est dans un véhicule qui est un petit peu à part, qui est pour le coup, tu parlais de C2C ou d'économie circulaire. On a créé un petit véhicule à côté du véhicule principal, de notre fonds principal, qui est vraiment très exploratoire sur toutes ces questions C2C, économie circulaire, plateforme de seconde main, etc. Et donc, c'est le premier investissement de ce fonds, de ce side vehicle qu'on a créé. Et là, très concrètement, on a signé en fait le deal pendant le confinement. Et là, on est en train de réfléchir avec les équipes de Vestiaire Collective à la manière dont on peut commencer à lancer leurs services avant l'automne, à l'été ou à l'automne, pour que Vestiaire Collective puisse être lancé en Corée et au Japon, qui sont des pays extrêmement importants pour tout ce qui est luxe. Tous les LVMH et les Kering du monde disent bien à quel point maintenant les marchés, c'est Chine, Corée, Japon. C'est très, très important pour eux. Et donc, pour Vestiaire Collective, c'est un extraordinaire accélérateur de déploiement en Asie que de pouvoir s'appuyer sur un acteur comme Naver ou comme Line qui a 250 millions, une base de 250 millions d'abonnés actifs dans toute la zone, en Indonésie, en Thaïlande, à Taïwan, au Japon, etc. Donc, pour eux, c'est vraiment formidable de pouvoir s'appuyer sur des partenaires comme ceux-là. Donc ça, c'est un exemple ultra concret de comment on va les aider. De Vialet, ça a été pareil, c'est une entreprise qui fait les enceintes haut de gamme, super belles, les fantômes et puis maintenant les réacteurs. C'est un produit qui est très très haut de gamme pour audiophiles et donc qui plaît énormément à un public asiatique, notamment japonais et coréen. Et donc, on a beaucoup aidé De Vialet d'une part sur leur stratégie retail, à trouver des bons partenaires pour être sûr d'être représentés par les bons distributeurs en Corée. Donc, on a trouvé leurs retailers en Corée. On les a beaucoup aidés au Japon aussi. Et puis, on les a aidés aussi à entrer en contact avec des entreprises pour qu'ils puissent licencier leur techno. Parce que comme Dolby, par exemple, ils ont une techno qui est absolument incroyable, qui est une techno qui permet de réduire complètement toute distorsion du son. Et donc, pour moi, c'est plus une boîte de software que de hardware de Vialet. Donc, cette techno, ils sont capables de l'embarquer dans des télés, dans des box, dans des voitures, demain, peut-être dans des téléphones. Et donc, ils ont une activité de licence. Et pour eux, évidemment, l'Asie, avec LG, Hyundai, Samsung, tous les fabricants de chips, etc., à Taïwan, c'est une zone qui pourrait être hyper intéressante. Donc, on les a aussi beaucoup aidés à rentrer en contact avec ces grands conglomérats sans perdre des mois et des mois et essayer de trouver la bonne personne. Parce que souvent, pour des Français qui veulent se développer en Asie, ce qui est hyper dur, c'est de comprendre à qui parler dans l'organigramme, qui a le pouvoir de décision, et de ne pas perdre des mois et des mois d'entretiens successifs qui ne servent à rien en s'adressant aux mauvaises personnes. Donc, nous, là où on les aide, c'est que comme on connaît en général les CEO de ces entreprises, on leur fait accéder directement aux bonnes personnes, frapper aux bonnes portes pour qu'ils puissent ne pas perdre de temps et s'épuiser dans d'inutiles rendez-vous. Voilà de petits exemples concrets. Ouais, c'était super intéressant. Puis ça reste les plus gros marchés en Asie du e-commerce, du digital. Enfin, on ne peut pas faire un benchmark sans regarder ce qui s'y passe là-bas. C'est passionnant. Et justement, on parlait de levée de fonds. Et la dernière que tu as citée, Vestiaire Collective, si je ne me trompe pas, elle a été faite pendant le confinement, d'ailleurs. Et avant le confinement, juste avant, on a vu beaucoup de levées de fonds, alors qui étaient assez énormes. On avait 205 millions d'euros pour Miro, 200 millions de dollars pour EcoVadis, c'était en janvier, 125 millions d'euros pour Mano Mano, Conto 104, voilà, puis j'en passe. Il y a eu la crise entre-temps. Vous avez continué d'investir pendant la crise. Les montants flambés. Comment tu penses que ça va évoluer dans les prochains mois et sur la fin de l'année? Est-ce que tu as un peu de visibilité là-dessus? Est-ce que tu penses qu'au contraire, ça va être une vague où il y a un peu des bonnes affaires et c'est le moment d'investir, j'ai envie de dire, si on est un fonds? Et du coup, les startups peuvent toujours espérer peut-être lever des fonds, ou au contraire, est-ce que tu penses que ces investissements-là et le montant risquent de se tarir pendant un moment? Comment tu vois ça? Je pense qu'il va y avoir certains secteurs qui vont être un peu hype et où les valorisations ne vont pas du tout être corrigées, enfin, en tout cas pas immédiatement, notamment dans tous les medtech, health tech, etc. Enfin, on imagine mal qu'une superbe boîte comme Doctolib, par exemple, voit sa valorisation remise en cause par le Covid. Au contraire. Donc, en fait, il y a des secteurs ou des sous-secteurs qui vont plutôt
rester sur le même trend ascendant de valorisation, à mon avis. Après, pour d'autres, effectivement, il risque d'y avoir une correction, ce qui n'est pas forcément malsain, parce qu'effectivement, on assistait un peu à une inflation, comme on a vu dans la Silicon Valley au cours des 5 dernières années, où en fait, on voyait les montants de série A qui devenaient de plus en plus importants, et des valorisations aussi en multiples qui devenaient un peu délirants, quoi. Donc, le fait que tout ça soit corrigé ou un peu apaisé n'est pas forcément une mauvaise chose, mais effectivement, il y a pour certaines entreprises qui n'avaient pas ou qui avaient prévu de lever à partir de mars ou avril, effectivement, je pense que certaines peuvent se retrouver dans une situation difficile. Pour les investisseurs, c'est compliqué aussi parce que du coup, on va avoir maintenant des entreprises qui vont se présenter avec des chiffres qui ne sont pas du tout représentatifs de leur activité en temps normal, parce que les mois de mars, avril, mai, juin vont être un peu, vont pas être forcément très révélateurs de ce qu'est l'activité ou la qualité du business model de l'entreprise. Donc pour nous, c'est assez difficile aussi maintenant d'évaluer la qualité d'un business plan ou de projection de l'entreprise sur la base des 6 derniers mois, puisque la moitié des 6 derniers mois va être complètement irrelevant, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui risque de compliquer un peu les choses. Et puis en plus, on ne sait pas très bien, on est encore dans une période où on ne sait pas très bien s'il y aura un retour à la normale ou quand ce retour à la normale aura lieu. Nous, on est investisseurs dans des entreprises, par exemple, qui sont dans le tourisme, qui sont dans le tourisme, donc qui ont été très, très fortement impactées par la crise. Heureusement, qui étaient très bien financées, qui venaient de lever juste avant, donc elles n'avaient pas de problème de cash. Mais pour ces entreprises, savoir exactement quand les gens vont reprendre leurs habitudes de voyage, et à la fois quantitativement et qualitativement, ce n'est pas du tout évident. Donc, pour toutes ces entreprises dont le business model est remis en cause par le Covid, les chiffres ne sont pas très lisibles à cause de la crise et on ne sait pas très, très bien quand le retour à meilleure fortune va se faire, ça va compliquer le travail d'analyse, de due deal, etc. Donc, ceci aura forcément un impact sur les valorisations ou sur la capacité même des tours à se faire dans cette période-là. Donc moi, je pense qu'il va y avoir quand même un petit ralentissement jusqu'à la fin de l'année, voire jusqu'à l'année prochaine, milieu ou fin d'année prochaine. C'est complètement possible. La grande différence par rapport aux crises précédentes, et c'est une différence qui fait quand même, qui est substantielle, c'est qu'il y a beaucoup plus d'argent disponible, dry powder, comme on dit, dans l'écosystème qu'il y en avait en 2008 ou même en 2001. C'est-à-dire qu'il y a vraiment je crois que la BPI chiffre à près de 17 milliards les fonds qui ont été levés l'argent qui a été levé par des fonds d'investissement au cours des dernières années qui n'a pas encore été investi, donc qui est là prêt à être investi, et ce n'était pas du tout des chiffres comparables en 2008 lors des précédentes crises. Donc il y a quand même un espoir dans cette situation, c'est que même si les fonds risquent d'être plus regardants et de faire plus attention et peut-être d'être un peu en posture d'attente, il y a quand même de l'argent à investir dans l'écosystème. Et puis, il y a un soutien très fort de l'État aussi, il faut le dire, qui ne veut pas que les choses s'arrêtent et qui veut qu'on continue à regarder des deals et à en faire. Donc, ralentissement, oui. Correction des valorisations, probablement, en tout cas dans certains secteurs. Mais en revanche, probablement une situation beaucoup moins stressante ou angoissante que lors des dernières crises financières. Merci pour ce beau panorama. J'ai une dernière question pour toi, Fleur, parce que tu es également présidente du festival Cannes Series. Alors, on a la 3e édition. Alors, ce festival, il a pour vocation de valoriser les séries du monde entier. Alors, ma dernière question, c'est pour toi, c'est pourquoi avoir décidé de lancer ce nouveau festival à Cannes sur les séries? Est-ce que tu penses que les séries sont un peu l'avenir de l'industrie audiovisuelle et en particulier sur le digital? Alors, c'est exactement pour ça que j'avais lancé en fait une mission quand j'étais ministre de la Culture. Donc, à l'époque, c'était en 2015. Il n'y avait pas, et il n'y a toujours pas, enfin si, maintenant il y a Cannes Séries de fait, mais il n'y avait pas à l'époque de festival d'envergure internationale qui avait vraiment pris le lead sur les créations de séries. Et je me disais, il faudrait vraiment que ce soit la France qui puisse créer ce festival et devenir le pôle d'attraction, voilà, des meilleures séries du monde. Et puis, ça serait une formidable incitation aussi pour l'écosystème français de création audiovisuelle de produire plus, d'aller découvrir de nouveaux territoires de narration, etc. Je me disais que ça stimulerait aussi beaucoup l'écosystème français.
Et bon, je me suis fait virer avant d'avoir pu mettre en œuvre ce projet. Mais lorsque le maire de Cannes, David Lisnard, a décidé de lancer quand même le festival, il m'a dit, écoute, on avait réfléchi à ce projet ensemble. Lui, il pensait même avant de faire campagne pour devenir maire de Cannes. Donc, c'était quelque chose une chose à laquelle il tenait aussi beaucoup. Il m'a dit, faisons-le ensemble. C'était ton idée aussi au ministère. Moi, j'en ai toujours rêvé. Donc, on le fait ensemble. Alors moi, j'étais déjà partie, j'avais créé ma boîte, etc. Mais comme j'étais très attachée à l'idée et que j'adore les séries, et je trouve qu'il y a ce qui s'est confirmé depuis, enfin en 2015, ce n'était pas encore exactement 2019, mais il y a une explosion de créativité, de qualité dans ce domaine qui est vraiment un domaine artistique à part entière maintenant, qui est de plus en plus dragué par les gens du cinéma. Il y a beaucoup de porosité maintenant entre les deux mondes. Et je trouve qu'il n'y a plus du tout lieu d'avoir du mépris pour un sous-genre comme on a pu l'avoir à un moment pour la BD ou tout ce qui est un peu pop culture. Je crois que maintenant, c'est vraiment reconnu comme un genre à part entière avec des budgets, de la reconnaissance critique et franchement des œuvres qui sont tout à fait extraordinaires. Donc, je suis très heureuse qu'il puisse y avoir en France un festival qui honore le genre de la série. Bon, là, évidemment, l'édition de cette année n'a pas pu se tenir, mais on l'a reportée au mois d'octobre. Et si tout va bien, au mois d'octobre, si on peut à nouveau voyager, elle se tiendra à Cannes au mois d'octobre. Mais c'est aussi une start-up d'une certaine façon, parce que ça fait que 3 ans qu'on a créé l'événement. Mais voilà, je suis très, très fière de présider ce festival et je fais des rencontres à chaque fois qui sont formidables et on découvre des talents extraordinaires. Donc, je suis très, très enthousiasmée par cette manifestation. Eh ben, on espère qu'en octobre, ce pourra se faire à Cannes. En tout cas, merci beaucoup, Fleur, d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était un vrai plaisir et on a appris beaucoup de choses. Merci à beaucoup, toi. Fleur.